10 heures seulement, deux vérités irréconciliables, un pays suspendu. À la télévision, Patrice Talon affirme que la tentative de coup d'État a échoué, que les conspirateurs ont été arrêtés et que l'ordre est rétabli, tandis que le colonel Pascal Tigri et ses soldats soutiennent exactement l'inverse, revendiquant la prise de pouvoir au nom du CMR. Quand deux récits opposés s'affrontent aussi frontalement, à quoi le citoyen peut-il se fier et pourquoi cette situation rappelle-t-elle les mises en garde souvent associées à Ibrahim Traoré sur la souveraineté, l'armée sacrifiée et la fracture entre discours officiel et terrain? Un basculement silencieux commence. Ce récit ne cherche pas à trancher immédiatement entre vainqueurs et vaincus, mais à comprendre ce qui est réellement en jeu derrière cette crise béninoise. Au-delà des déclarations contradictoires, il s'agit d'examiner ce que révèle cette tentative de coup d'État sur l'état de l'armée, la confiance entre gouvernants et gouvernés et la place de la souveraineté dans un pays sous pression. En quelques heures, le Bénin est passé d'un discours officiel de stabilité à une remise en cause frontale de l'autorité civile par des militaires qui se disent abandonnés sur le terrain. Cette fracture n'est pas isolée. Elle renvoie à des dynamiques déjà observées ailleurs, en Afrique de l'Ouest, souvent évoquées lorsqu'il est question d'Ibrahim Traoré et de la centralité du facteur militaire dans les crises de légitimité. Comprendre ces mécanismes permet de mesurer ce que cette séquence signifie concrètement pour l'État béninois, pour ses soldats engagés au nord du pays et pour une population prise entre peur du chaos et rejet de l'ingérence étrangère. Ce sont ces enjeux, et non le simple sort d'un pouvoir qui structure la suite de l'analyse. En moins de 10 heures, deux récits officiels incompatibles ont circulé simultanément, révélant que la crise ne se joue pas seulement sur le terrain militaire, mais dans la maîtrise même de la réalité publique. Cette compression temporelle éclaire un point central. L'autorité de l'État béninois s'est trouvée contestée presque instantanément, non par une opposition civile structurée, mais par des soldats affirmant parler au nom de leur survie. D'un côté, la présidence assure que la tentative de coup d'État a échoué, que les meneurs ont été neutralisés et que l'ordre constitutionnel tient. De l'autre, le colonel Pascal Tigri et le comité militaire pour la refondation, le CMR, affirment contrôler la situation et dénoncent une gouvernance déconnectée du terrain. Cette opposition frontale n'est pas qu'un désaccord narratif. Elle expose une rupture ancienne entre commandement politique et réalité militaire, particulièrement dans le nord du pays. Sur ce front septentrional, les soldats décrivent une guerre asymétrique contre des groupes armés mieux équipés, menés avec des moyens jugés insuffisants. Selon leur version, l'armée ne combat plus pour une stratégie nationale claire, mais pour sa propre survie. Cette perception transforme la tentative de coup d'État en symptôme, plutôt qu'en cause, symptôme d'une armée qui se sent sacrifiée et ignorée. Ce schéma rappelle d'autres crises régionales où la légitimité politique s'est érodée au rythme des défaites sécuritaires, une comparaison souvent évoquée lorsque le nom d'Ibrahim Traoré surgit dans les débats sur la souveraineté et le rôle des forces armées. Dans ces contextes, la fracture naît moins d'une ambition personnelle que d'un sentiment d'abandon institutionnel. Ainsi, la mini-révélation n'est pas la prise ou non du pouvoir en une nuit, mais l'exposition brutale d'un État dont la parole officielle ne suffit plus à couvrir les failles structurelles. La question n'est plus seulement qui gouverne, mais sur quelle base l'autorité peut encore être acceptée. Pour comprendre la portée immédiate de la crise, il faut quitter les communiqués et regarder les acteurs de terrain qui servent de fil conducteur au récit, les soldats déployés dans le nord du Bénin. Leur quotidien, tel qu'il est décrit par les militaires du CMR, devient une clé de lecture essentielle pour saisir pourquoi la contestation a pris cette forme et cette intensité. Dans cette région frontalière, les forces béninoises font face à des groupes armés mobiles, expérimentés et souvent mieux équipés. Les soldats évoquent des missions prolongées, un matériel jugé insuffisant et un soutien logistique limité. Cette situation crée un décalage profond entre la rhétorique officielle de contrôle sécuritaire et l'expérience vécue sur le terrain. Très tôt,
cet écart produit un premier impact, la perte de confiance verticale entre la troupe et le pouvoir civil. Ces militaires ne sont pas présentés comme des stratèges politiques, mais comme des exécutants épuisés, confrontés à des choix quotidiens de survie. Leur discours insiste moins sur l'idéologie que sur la dignité professionnelle et la reconnaissance institutionnelle. C'est à ce stade que la crise cesse d'être abstraite et devient tangible, incarnée par des individus envoyés en première ligne sans les moyens qu'ils estiment nécessaires. Ce type de dynamique, observé ailleurs dans la région et souvent associé au débat autour d'Ibrahim Traoré, montre comment une armée peut progressivement se percevoir comme le dernier rempart de la souveraineté plutôt que comme un simple instrument de l'État. L'impact précoce est clair. Quand la fonction protectrice de l'État paraît vaciller, l'armée tend à redéfinir son rôle. Le sens devient alors évident, une sécurité nationale fragilisée modifie tout l'équilibre politique. Avant la tentative de coup d'État, le climat était déjà marqué par une tension diffuse entre discours officiels et réalité sécuritaire. Le gouvernement mettait en avant la stabilité institutionnelle et la continuité de l'action de l'État, tandis que, sur le terrain, les alertes venues du Nord s'accumulaient sans produire de changement visible. Les pertes humaines, le sentiment d'isolement des unités engagées et l'absence de réponse concrète formaient un arrière-plan silencieux. Dans ce contexte, la défiance n'a pas émergé soudainement. Elle s'est installée par strates, au fil de décisions perçues comme psantem, comme lointaines. Le déclenchement survient lorsque ce malaise latent se transforme en acte. En quelques heures, d'ici des militaires annoncent la destitution du pouvoir en place et la création d'un comité censé refonder l'État. Le message est direct, presque brutal. L'armée dit ne plus pouvoir accepter un commandement politique jugé déconnecté de ses sacrifices. Cette prise de parole tranche avec la prudence habituelle des forces armées béninoises et crée un effet de sidération. Le pays bascule alors dans une zone grise, où l'autorité n'est plus immédiatement lisible. Le point culminant est atteint lorsque deux versions irréconciliables circulent simultanément. D'un côté, la présidence affirme avoir repris le contrôle et neutralisé les conspirateurs. De l'autre, les militaires maintiennent leurs revendications et dénoncent une ingérence étrangère prête à soutenir le pouvoir civil. Cette confrontation narrative agit comme un révélateur. La crise n'est plus seulement interne, elle s'inscrit dans un jeu d'influence régionale et internationale. L'intervention rapide annoncée par des puissances extérieures renforce l'idée chez les mutins que la souveraineté nationale est compromise. C'est à ce moment précis que les répliques commencent à se faire sentir. Les déclarations de soutien extérieur, loin d'apaiser la situation, alimentent la détermination des militaires et élargissent le débat à la question de la dépendance politique et économique. Le coup d'État, même contesté dans son efficacité immédiate, devient un symbole. Il cristallise des frustrations accumulées et transforme une crise de gouvernance en débat existentiel sur l'autonomie du pays. Après le choc initial, les lignes ne se referment pas. La population se retrouve face à une incertitude prolongée, partagée entre la peur de l'instabilité et la lassitude envers un système jugé incapable de protéger ses propres soldats. Cette séquence rappelle des trajectoires observées ailleurs dans le Sahel, souvent comparées à celles associées à Ibrahim Traoré, où un événement ponctuel ouvre une période de recomposition profonde plutôt qu'une simple parenthèse. Ainsi, la ligne des événements ne décrit pas seulement une nuit agitée, mais une bascule progressive, du malaise discret à l'acte spectaculaire, puis aux répliques durables. Chaque étape redéfinit les rapports entre armée, pouvoir et souveraineté. La question qui demeure n'est plus ce qui s'est passé, mais ce que cette succession d'événements rend désormais inévitable. Au départ, la ligne officielle décrivait une armée engagée dans une mission de sécurisation maîtrisée. Après la crise, le récit dominant devient celui d'une institution en difficulté, exposée et insuffisamment soutenue. Cette bascule narrative constitue le premier indicateur mesurable, non par des chiffres précis, mais par le contraste entre ce qui était affirmé et ce qui est désormais reconnu publiquement. La différence entre ces deux états sert de preuve centrale.
quelque chose s'est déplacé. Les militaires du CMR insistent sur des éléments concrets et répétitifs. Ils évoquent un manque d'équipement adapté face à des groupes armés mieux dotés, une formation jugée incomplète pour des opérations prolongées, et une logistique qui ne suit pas l'intensité du terrain. Pris séparément, chacun de ces points pourrait relever de la rhétorique contestataire. Ensemble, ils dessinent un tableau cohérent d'un appareil sécuritaire sous tension constante. Le passage d'un discours de contrôle à un discours de survie marque un changement qualitatif profond. Un second indicateur apparaît dans la réaction du pouvoir civil. La rapidité avec laquelle l'exécutif a communiqué pour affirmer que tout était sous contrôle suggère une crainte de perte de légitimité. Avant, la sécurité était présentée comme une donnée acquise. Après, elle devient un argument à défendre. Cette inversion est significative. Lorsque l'État doit prouver qu'il tient encore, c'est que cette certitude est fragilisée. La troisième preuve réside dans l'entrée explicite de l'ingérence étrangère dans le débat public. Jusqu'alors, les partenariats sécuritaires étaient évoqués de manière technique et discrète. Désormais, ils sont dénoncés comme des facteurs aggravants, accusés de protéger un pouvoir contesté plutôt que la population. Ce glissement transforme une coopération extérieure en sujet politique central. Il modifie la perception collective et renforce l'idée que la crise dépasse le cadre national. Ces éléments, mis bout à bout, composent un avant et un après lisible. Avant, une armée présentée comme outil stable de l'État. Après, une armée se percevant comme abandonnée et contrainte de parler au nom de la souveraineté. Cette transformation n'est pas unique dans la région et renvoie à des dynamiques souvent comparées à celles associées à Ibrahim Traoré, où la question militaire devient le baromètre de la légitimité politique. Enfin, la preuve la plus difficile à contester tient à la persistance du malaise. Même si le coup d'État est déclaré échoué, le sentiment de rupture ne disparaît pas. Il continue de structurer les discours, d'alimenter la défiance et de déplacer le centre du débat vers la responsabilité de l'État envers ceux qui l'envoient combattre. La mesure n'est pas chiffrée, mais l'écart est clair. La confiance d'avant n'est plus celle d'après. L'argument du pouvoir civil repose d'abord sur une logique de stabilité. Selon cette lecture, toute prise de pouvoir par la force, même motivée par des griefs réels, ouvre la voie à une spirale d'instabilité durable. Le gouvernement affirme que reconnaître la légitimité d'une action militaire reviendrait à affaiblir l'ordre constitutionnel et à créer un précédent dangereux, surtout dans une région déjà marquée par des ruptures institutionnelles successives. Dans ce cadre, la priorité serait de préserver la continuité de l'État, quitte à traiter les dysfonctionnements de l'armée par des réformes graduelles. Un second argument, souvent avancé par les soutiens du pouvoir, concerne la coopération internationale. Les partenariats sécuritaires avec des puissances étrangères sont présentés comme des nécessités pragmatiques face à des menaces transnationales. Rompre ou fragiliser ces alliances au nom d'une souveraineté immédiate risquerait, selon eux, de laisser le pays isolé face à des groupes armés mieux organisés. L'ingérence dénoncée serait alors moins une domination qu'un filet de sécurité imparfait mais indispensable. En face, les militaires du CMR développent une critique structurée. Leur premier point n'est pas idéologique mais opérationnel. Ils décrivent une armée engagée dans des combats asymétriques sans moyens suffisants où les pertes et l'usure ne sont pas compensées par un soutien adéquat. Dans cette perspective, la stabilité proclamée apparaît abstraite, car elle ne se traduit pas par une amélioration concrète sur le terrain. Le second élément de réponse touche à la notion même de souveraineté. Pour les mutins, une coopération extérieure qui protège prioritairement un pouvoir contesté plutôt que les soldats et la population cesse d'être neutre. Elle devient un facteur de délégitimation interne. Ce raisonnement s'inscrit dans une dynamique régionale plus large, souvent évoquée lorsqu'on compare ces situations à celles associées à Ibrahim Traoré, où l'armée se pose en arbitre ultime face à un État jugé défaillant. La mise à l'épreuve des deux camps révèle une tension centrale. La stabilité institutionnelle sans efficacité sécuritaire perd sa crédibilité, tandis qu'une rupture militaire sans cadre clair risque d'aggraver le chaos.
Les données qualitatives issues du terrain suggèrent donc que l'argument militaire gagne en force à mesure que les promesses civiles restent sans traduction visible. À ce stade, la crise béninoise cesse d'être interprétée comme une simple confrontation entre un président et des militaires contestataires. Elle se redéfinit comme un affrontement autour du contrôle réel des décisions stratégiques du pays. Le cœur du débat glisse de la légalité du pouvoir vers la question de savoir qui protège effectivement le territoire, les soldats et les ressources nationales. La révélation tient dans ce déplacement de focale. Les militaires du CMR ne se présentent plus seulement comme des opposants au régime, mais comme les porteurs d'une cause plus large, celle d'une souveraineté qu'ils estiment confisquée. L'intervention annoncée de puissances étrangères, loin de clore la crise, agit comme un accélérateur narratif. Elle renforce l'idée que le destin politique du Bénin se joue aussi hors de ses frontières, dans des décisions prises au nom de la stabilité régionale. C'est ici que la comparaison régionale s'impose naturellement. Les débats suscités autour d'Ibrahim Traoré ont montré comment, dans certains contextes, l'armée devient le symbole d'une reprise de contrôle face à un ordre perçu comme imposé ou soutenu de l'extérieur. Sans assimiler les situations, la logique sous-jacente éclaire la crise béninoise. Le milieu du récit marque donc un basculement clair. La question n'est plus « le coup d'État a-t-il réussi ?», mais qui décide réellement de l'avenir du pays. À partir de là, chaque prise de position se lit à travers ce prisme. Les répercussions de la crise se lisent d'abord au niveau de l'État. L'autorité centrale, déjà fragilisée par des récits contradictoires, voit sa crédibilité entamée sur deux fronts, interne et externe. À l'intérieur, la capacité du pouvoir à parler d'une seule voix est remise en cause. À l'extérieur, les partenaires observent un pays dont la stabilité institutionnelle semble conditionnée à des soutiens militaires étrangers. Cette double fragilisation réduit la marge de manœuvre politique et rend toute décision plus coûteuse en termes de légitimité. Pour l'armée, les conséquences sont immédiates et profondes. Les soldats engagés dans le Nord se retrouvent au centre du débat public, mais sans garantie d'amélioration rapide de leurs conditions. Leur exposition médiatique transforme leur situation en symbole national, ce qui peut renforcer leur morale à court terme, tout en accroissant la pression opérationnelle. L'institution militaire se divise alors entre loyauté constitutionnelle et solidarité avec des hommes qui estiment avoir été abandonnés. Ce type de tension interne, déjà observé dans d'autres contextes régionaux, est souvent cité dans les analyses comparatives autour d'Ibrahim Traoré. La population civile subit un autre type d'impact. Dans les zones urbaines, l'incertitude politique alimente l'inquiétude économique et sociale, tandis que dans les régions frontalières, la priorité reste la sécurité quotidienne. Le sentiment dominant oscille entre peur d'une instabilité prolongée et fatigue face à un système jugé incapable de protéger à la fois les citoyens et ceux qui combattent en leur nom. Cette ambivalence rend l'opinion volatile et difficile à mobiliser autour d'un récit unique. À l'échelle régionale, la crise béninoise résonne au-delà de ses frontières. Les pays voisins et les organisations régionales observent un nouvel épisode où la souveraineté nationale entre en tension avec les mécanismes de sécurité collective. Chaque intervention extérieure, même justifiée par la stabilité, risque d'être perçue comme une ingérence supplémentaire. Ce regard régional est crucial car il conditionne la coopération future et l'isolement ou non du pays concerné. Enfin, pour les acteurs économiques et sociaux, l'effet est plus diffus mais réel. L'incertitude politique ralentit les investissements, fragilise la confiance et accentue la perception de risque. Ainsi, la crise produit un effet en cascade. Elle touche l'État, l'armée, la population et l'environnement régional. Ce faisceau de conséquences concrètes montre que l'enjeu dépasse largement un épisode militaire isolé et s'inscrit dans une recomposition plus large du rapport entre pouvoir, sécurité et souveraineté. Le premier scénario, dit de base, repose sur une stabilisation minimale sans transformation profonde. Dans cette hypothèse, le pouvoir civil conserve formellement le contrôle, soutenu par des appuis extérieurs et par une communication axée sur le retour à l'ordre. Des ajustements sont annoncés pour l'armée, mais leur mise en œuvre reste progressive et partielle.
La crise s'apaise en surface, toutefois le malaise persiste dans les rangs militaires et parmi une partie de la population. La souveraineté devient un thème récurrent du débat public, sans déboucher sur une refonte réelle des rapports entre États et forces armées. Le scénario optimiste suppose une inflexion plus nette. Sous la pression conjuguée de l'opinion, de l'armée et de partenaires régionaux, un processus de réforme crédible s'engage. Les conditions opérationnelles des soldats sont améliorées de manière visible et un dialogue structuré s'installe entre pouvoir politique et institutions militaires. La coopération internationale est redéfinie sur des bases plus transparentes, réduisant la perception d'ingérence. Dans ce cadre, la crise actuelle devient un point de départ plutôt qu'un simple épisode, et le pays parvient à restaurer une partie de sa légitimité interne. Ce type d'issue est souvent évoqué comme un idéal théorique dans les comparaisons régionales, notamment lorsqu'on analyse les trajectoires associées à Ibrahim Traoré, sans garantir qu'il soit aisément reproductible. Le scénario le plus sombre envisage une dégradation progressive. Les tensions ne sont ni résolues ni canalisées, et l'intervention extérieure continue d'alimenter la défiance. L'armée se fragmente, la population se replie dans une logique de survie, et l'État fonctionne sous contrainte permanente. Dans ce contexte, chaque incident sécuritaire ravive la crise politique, empêchant toute stabilisation durable. La souveraineté devient alors un slogan vidé de sa substance, instrumentalisé par différents acteurs sans bénéfice concret pour la sécurité ou le bien-être collectif. Ces trois trajectoires ne sont pas des prédictions, mais des cadres de lecture. Elles montrent que l'issue dépend moins d'un événement ponctuel que de la capacité des acteurs à transformer une crise de légitimité en opportunité de rééquilibrage. La question centrale reste ouverte. Quelle voie sera réellement empruntée dans les mois à venir ? Pour le public, la crise n'est pas un concept abstrait. Elle se traduit par des préoccupations immédiates et différenciées selon les groupes. Pour les familles de soldats, l'enjeu est d'abord humain. Les annonces des politiques comptent d'au moins que la réalité du terrain, équipement, rotation, soutien médical. Chaque information contradictoire ravive l'inquiétude et renforce l'exigence de garanties concrètes plutôt que de promesses générales. Pour les habitants des zones frontalières, l'impact est avant tout sécuritaire. Les débats institutionnels pèsent peu face à la continuité des menaces. Ce public attend des résultats visibles, mesurés en présence effective de l'État et en capacité de protection. Lorsque ces attentes ne sont pas satisfaites, la défiance s'installe durablement, indépendamment de la légitimité proclamée des autorités. Dans les centres urbains, la crise se manifeste différemment. L'incertitude politique se transforme en anxiété économique, ralentissant l'activité et nourrissant un sentiment d'attente prolongée. Les citoyens oscillent entre la peur d'un basculement instable et la lassitude face à un système perçu comme incapable de se réformer. Cette ambivalence rend les opinions mouvantes et difficiles à fédérer autour d'un projet commun. Enfin, pour les jeunes et les acteurs de la société civile, la crise agit comme un révélateur. Elle pose frontalement la question de la responsabilité collective et du rôle de chacun dans la définition de l'avenir national. Ce public est souvent sensible aux discours de souveraineté et de dignité, mais reste attentif aux dérives possibles et aux risques d'instrumentalisation. Ainsi, la crise touche le public par cercles concentriques. Elle interpelle chacun différemment, mais converge vers une même attente, voir émerger des solutions tangibles qui dépassent le langage de crise pour s'inscrire dans la durée. Une sortie durable de la crise suppose d'abord une clarification des rôles. Le pouvoir politique doit rétablir une chaîne de responsabilité lisible en reconnaissant publiquement les failles opérationnelles signalées par les militaires et en définissant un calendrier précis de correction. Cette étape n'est pas symbolique. Elle conditionne la possibilité même de restaurer la confiance entre l'État et ceux chargés de le défendre. Sans reconnaissance formelle du problème, toute réforme reste perçue comme cosmétique. La deuxième piste concerne les conditions concrètes de l'engagement militaire. Améliorer l'équipement, la logistique et la formation ne relèvent pas seulement de la technique, mais d'un signal politique fort. Cela signifie que la sécurité nationale n'est pas déléguée ni traitée comme une variable secondaire. Dans plusieurs débats régionaux, souvent associés aux analyses autour d'Ibrahim Traoré,
Ce point apparaît comme un pivot. Lorsque l'armée cesse de se sentir sacrifiée, la tentation de la rupture diminue. Un troisième axe touche à la coopération extérieure. Il ne s'agit pas de la rompre brutalement, mais de la redéfinir de manière transparente. Clarifier les objectifs, les limites et les contreparties permet de réduire la perception d'ingérence et de replacer la souveraineté au centre du dispositif. Cette redéfinition est essentielle pour éviter que chaque soutien étranger soit interprété comme une tutelle déguisée. Enfin, la trajectoire de sortie dépend d'un espace de dialogue crédible. Celui-ci doit inclure non seulement les autorités civiles et militaires, mais aussi des relais de la société civile capables de traduire les attentes populaires. Ce cadre n'offre aucune garantie immédiate de succès, mais il crée une alternative au face-à-face stérile entre force et légalité. La crise béninoise montre qu'aucune solution simple n'existe. Reste une question décisive. Les acteurs sauront-ils transformer cette fracture en un processus de rééquilibrage plutôt qu'en un nouveau cycle de confrontation ? Au terme de cette séquence, l'image qui demeure n'est pas celle des déclarations officielles, mais celle des soldats évoqués plus tôt, ces hommes envoyés au nord avec la mission de protéger un pays dont ils doutent parfois du soutien réel. Leur trajectoire sert de fil rouge émotionnel, rappelant que derrière chaque crise institutionnelle se trouvent des vies exposées et des choix contraints. Ce sont eux qui transforment un débat abstrait sur la souveraineté en expérience concrète de risque et de fatigue. La situation béninoise s'inscrit ainsi dans une mémoire régionale plus large, où la dignité de l'armée devient un miroir des faiblesses de l'État. C'est pour cette raison que les comparaisons avec des figures comme Ibrahim Traoré reviennent si souvent dans les discussions publiques. Non pour établir des équivalences directes, mais pour souligner une logique récurrente où la perte de confiance précède la rupture politique. Le rappel est simple et lourd de sens. Lorsque ceux qui portent l'uniforme ont le sentiment de combattre seuls, la légitimité institutionnelle s'effrite, même sans effondrement formel du pouvoir. La crise ne se referme pas par un communiqué, mais par la reconstruction patiente d'un lien rompu. La phrase qui s'impose alors, comme un point d'arrêt, résume l'enjeu. Sans dignité reconnue, la stabilité reste une promesse vide. La crise béninoise invite moins à prendre parti qu'à réfléchir collectivement à ce qu'elle révèle. Elle interroge la manière dont un État protège ceux qui le défendent, dont une société accepte ou rejette l'ingérence extérieure, et dont la souveraineté se traduit concrètement au-delà des discours. Ces questions dépassent largement le cadre d'un épisode politique ponctuel et touchent un dédigne à des choix de long terme. Pour les observateurs, le Bénin devient un cas d'école, celui d'un pays confronté à l'écart entre légalité institutionnelle et légitimité ressentie. Pour les citoyens, il s'agit d'un moment de clarification, où le silence ou l'indifférence ne sont plus neutres. Chaque prise de position, chaque débat public contribue à définir ce qui sera considéré comme acceptable ou non dans la relation entre pouvoir, armée et partenaires extérieurs. Les discussions autour de figures comme Ibrahim Traoré montrent que ces enjeux résonnent bien au-delà d'une frontière nationale. Ils posent une question ouverte à l'échelle du continent. Comment concilier stabilité, sécurité et dignité sans sacrifier l'une au profit des autres ? La réponse n'est pas immédiate. Elle commence par une réflexion partagée et peut-être par une question simple. Quel modèle de souveraineté voulons-nous réellement défendre ? Et à quel prix collectif sommes-nous prêts à l'assumer ?